Là, donc aujourd'hui, c'est les vendanges dans notre parcelle de Genouillé, 1,30 hectare ici. Vendange manuelle pour respecter au mieux les grappes. Et là, la parcelle a maintenant 7 ans. Jusqu'ici, on faisait quand même du vin avec les grappes de Genouillé, bien sûr, mais on savait très bien que la vigne était jeune, qu'on n'était que sur de la jeune vigne. Là, au bout de 7 ans, ça commence, on va dire, les grappes commencent à bien se constituer, le système racinaire est bien en place. Et en plus, c'est un millésime alors assez spécial, parce qu'avec un été pas forcément chaud, mais chaud mai-juin et puis début septembre, donc ça a bien fini de mûrir. Et l'idée, c'était d'attendre que l'acidité baisse un peu sur un cépage où l'acidité est une qualité, donc il faut en avoir quand même. Et là, aujourd'hui, donc nous ramassons les genouillés. La vendange a l'air plutôt jolie. On est sur un terroir argilo-calcaire, donc ça fait des vins quand même de base un peu plus structurés. Nous sommes sur le Clos des Châtillons à Reuilly. Et ce soir, on aura probablement fini de ramasser les genouillés, sinon on finira demain matin. Et j'ai goûté déjà un petit peu au pressoir, le jus est très bien équilibré, il y a une très belle acidité. Les sucres sont présents, on a hâte de voir ce que ça donnera après la fermentation. Donc on déguste un genouillé donc, du domaine Charpentier 2022. Est-ce que tu peux me faire un petit peu, enfin, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de l'année dernière en termes de comment l'année, le millésime s'est passé et qu'est-ce que ça donne derrière au niveau de ce genouillé? Alors l'année 2022 a été une année très, très solaire et c'est ce qui est important pour le genouillé car le genouillé est un cépage tardif. Le débourrement n'est pas très loin. Merci. Je disais que les années solaires sont assez importantes pour le genouillé car le débourement est pas non plus très tardif mais un peu plus que nos cépages habituels en Reuilly. Et donc c'est important d'avoir une arrière belle saison pour que la maturité des raisins soit optimale et avoir une belle concentration de jus dans les grappes. Donc c'est des petites baies, des grappes très compactes, des petites baies noires qui sont marquées par beaucoup de fruits et une légère acidité, une belle acidité, et qui se retrouvent dans le vin qu'on peut goûter. Donc là c'est le 2022, donc c'est très jeune. Là l'idéal là c'est le 2019-2020, là il commence à être très bien. Là le 22, l'acidité est assez marquée. Mais c'est un vin de garde, hein, donc il faut se mettre ça en tête. Mais voilà, avec l'année 2022 qu'on a eue, normalement dans le futur, celui-là sera très bien. Très groseille hein, en bouche, hein, ça fait. Mais c'est pas désagréable, moi j'aime bien. En termes de vinification, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Comment vous faites? Alors la vendange est faite manuelle. Il y a un foulage léger qui est fait, il est mis en cuve avec son jus pendant une quinzaine de jours, il n'est pas sulfité à la vendange, il est sulfité simplement un petit peu à la mise. Et voilà, il n'y a que du remontage, il n'y a pas de pigeage, cuve inox. Et puis cette année, on a essayé une nouvelle chose, la nouvelle vendange, on l'a mis en fût, on a fait une barrique de 600 litres pour voir un petit peu ce que cela pourrait nous donner de différent. Donc ça, voilà, ça sera le 2023. Alors je confirme pour le 2019, hein, parce qu'on en a ouvert une bouteille la semaine dernière, avec un Master of Wine anglais, Jamie Good. J'étais très fier de lui dire je vais t'ouvrir une bouteille, ça t'as jamais goûté, que statistiquement j'étais sûr de mon goût.
Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a goûté ça à l'aveugle. Et alors déjà, sa première réaction, c'était waouh. Donc déjà, ça c'est bon. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a, on va chercher des choses un petit peu nouvelles, des goûts qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Et on en revient là, on est sur un cépage, enfin on est sur un millésime jeune. Et c'est vrai qu'on retrouve l'acidité qui pour moi n'est pas forcément gênante parce que ça donne un petit coup de peps hyper intéressant, mais qui était justement, on retrouve bien pourquoi ce cépage a dû être abandonné à une époque parce qu'il ne correspondait plus, parce que trop acide, trop tardif, et on voit complètement que, alors que 2022 est une année quand même précoce, hein, on a vendangé hyper tôt dans le Centre-Loire, et on voit que malgré cela, ce vin a de la fraîcheur, et donc c'est certainement une des voies dont a parlé Bertrand, c'est justement aussi de revenir sur ces cépages qui avaient été oubliés pour certainement de bonnes raisons, et qu'on va certainement retrouver pour de bonnes raisons. C'est ça, c'est cépage particulier. Je veux dire, notre cerveau n'est pas tellement habitué à avoir une belle acidité comme ça en rouge. On est sur certaines années, sur certains millésimes, on est quasiment sur l'acidité de nos blancs Sauvignon, donc ce qui est quand même assez rare, et même totalement rare. Et voilà, ça favorise sa capacité de garde aussi. Quelle est la date moyenne de vendange? La date moyenne de vendange, c'est... là, cette année, on a vendangé nos Pinot Gris en début septembre. Là, les genouillers fin septembre, voilà, pour un ordre d'idée. Les Pinot Noirs un peu avant. Tous les ans, c'est le genouiller qui va être vendangé en dernier? Oui, quasiment, oui. Quasiment. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ce vin? Je sais pas, des questions par rapport à ce 2022? Moi, je trouve que c'est déjà bon à boire. Moi, j'aime bien ce côté un peu... Aujourd'hui, à le boire comme ça, on a souvent dit, quand on fait un apéritif, on dit on va mettre du blanc, du rosé, des bulles. Et souvent, on n'ouvre pas un rouge à l'apéritif parce qu'on se dit, non, le rouge, ça a un peu plus de matière. Je trouve que c'est un rouge qui est quelque part, qu'on pourrait servir aujourd'hui, justement, à l'apéritif. Si vous avez des petites choses à grignoter, avec des petites choses un peu grasses, des choses comme ça va passer vraiment tout seul. Donc, il y a aussi le fait qu'on va utiliser les caractéristiques du vin. Ça peut, entre guillemets, se détourner, parce que si vous avez un vin, justement, qui a un peu de fraîcheur, on peut aller chercher quelque chose qui va vraiment s'équilibrer. Il n'accuse pas sa jeunesse, exactement. C'est une bonne question. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est effectivement, alors on manque aussi un peu de recul, parce que c'est vrai que le genouiller, c'est reparti, ça fait pas si longtemps que ça. Donc on n'a pas non plus autant, on n'a pas 50 ans de recul comme au domaine en Tarn pour justement aller écouter ce que ça va donner. Mais au fur et à mesure, grâce à des vignerons comme vous, comme Domaine Tatin, on va pouvoir goûter, voir comment ça évolue, est-ce que ça se ferme un moment et ça se réouvre après, et petit à petit ça va écrire cette histoire de renaissance du cépage. Totalement ça, donc là c'est c'est le quatrième millésime, donc voilà, la vigne a moins de 10 ans, donc on n'est pas encore sur une stabilité des millésimes chaque année, donc le système racinaire n'est pas totalement bien non plus encore, et puis il faut savoir aussi que cette vigne, on l'a plantée sur une parcelle qui était céréalière à la base. Il n'y a jamais eu de vigne sur cette parcelle, ou alors il y a très longtemps. Et même tout autour, c'est des champs, donc c'est une terre riche, et donc qui permet le développement du genouiller, qui est très productif. Hein, je répète, on fait des tailles très courtes pour éviter qu'il y ait trop de grappes par pied. Et voilà. Et au niveau commercial, comment les clients, enfin les amateurs reçoivent ce cépage quand ils découvrent? C'est avant tout une surprise déjà quand les consommateurs le découvrent. Au début, c'est parti essentiellement avec des cavistes comme Guy par exemple de la cave Malitorne à Bourges. C'est essentiellement des professionnels qui sont intéressés au sujet, et puis petit à petit, à force de le faire déguster au caveau, il y a de plus en plus d'amateurs qui s'y intéressent et qui font partager autour d'eux. Donc on commence à avoir aussi une vraie clientèle sur le genouiller, que ce soit au caveau ou avec les cavistes.
Le genouiller ne peut se faire qu'en vin de France, parce que c'est un cépage autorisé, et qui n'est pas autorisé en IGP, qui n'est pas autorisé en appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées dont c'est pas le sujet de discuter, il y a un seul hectare par an. Donc si vous avez si vous avez à attribuer, donc si vous avez 20 vignerons, enfin 10 vignerons qui demandent à planter, quel que soit le cépage en vin de France, ça sera divisé par 10. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Un hectare par an, par AOC? Non, 1 hectare par an pour tout le Centre-Loire en vin de France. C'est-à-dire Indre, Cher, Nièvre. La place du Genouiller, bon, qui était le vignoble historique, le cépage historique du vignoble d'Issoudun, c'est un défi pour Reuilly, quoi. Est-ce que Reuilly sera capable un jour de dire on va essayer le Genouiller et incorporer une proportion de Genouiller dans notre vin rouge de Reuilly pour accentuer l'identité spécifique du Reuilly? C'est le défi qui est posé au Reuilly. Mais aujourd'hui, on n'est que 2 ou 3 à avoir planté sur Reuilly du Genouiller, bon, mais en vin de France. Et comme l'a expliqué Benoît, on ne peut pas planter du vin de France. En gros, il y a une démarche protectionniste des appellations du Centre-Loire qui ne veulent pas voir du Pinot Noir ou du Sauvignon en vin de France se développer autour d'elles. Donc, il y a une démarche protectionniste de limiter à 1 hectare pour tout le Centre-Loire, parce que vous avez tout le négoce de Loire qui est attentif, bon, acheter des terres céréalières et essayer de faire du vin de France, bon, ça n'a aucun intérêt pour nous. Effectivement, il y a une démarche protectionniste qui est justifiée. Mais cela dit, ça empêche d'innover aussi. Et c'est la contradiction devant laquelle on est. Mais le challenge pour Reuilly, c'est d'être un peu créatif et d'être capable de faire des tests en assemblage Pinot Noir et Genouiller pour voir si on peut faire des vins rouges différents et plus intéressants. Et les assemblages qu'on a pu faire en bouteille en s'amusant entre nous, 30% de Genouiller et 70% de Pinot Noir, ça donne des choses très intéressantes. Donc bon, c'est ce qu'on a tenté sur 2022. On l'a fait uniquement en bouteille, hein, c'est pas des choses qu'on va commercialiser. On n'avance jamais tout seul d'un vignoble, on avance ensemble. Et donc il faut convaincre des collègues, il faut qu'il y ait des dynamiques de groupe, et c'est ça qui est complexe. Quand le genouiller a été sauvé, Bertrand en a fait partie avec Sicavac. Moi, je me rappelle que le Nivin de l'époque disait bah non, au début c'était carrément non. Après c'était vous allez planter 150 pieds et vous allez faire 3 ans de vinification et puis on verra. Et puis arrivé à la 2e année, d'un seul coup, il fallait sauver la biodiversité. Il y a eu un retournement, ce qui fait qu'ils ont dit le genouiller, on le réinscrit dans les cépages autorisés. On l'a vu ce matin à différentes... puis on le goûte avec le la problématique du changement climatique, du changement de consommation aussi, vis-à-vis des consommateurs. Il y a des choses qui vont s'ouvrir et je pense sincèrement qu'à un moment, c'est des choses qui vont être de toute façon obligatoires, parce qu'il ne faut pas rêver. On sera plus là dans 50 ans, mais le paysage viticole de la région n'aura plus rien à voir dans 50 ans par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut se donner tous les outils pour justement continuer, perdurer. Et Étienne me disait, pourquoi pas faire des bulles avec du genouiller? Et c'est vrai que l'acidité qu'on ressent, il y a certainement des choses intéressantes à faire. Et surtout, on en revient, c'est que même si on parle de cépage, quand tu fais du genouiller, tu sais que c'est local, hein, c'est Centre-Loire, c'est pas ailleurs. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai compris ce qu'a dit M. Tatin, il y a un certain conservatisme des AOC. Non, c'est pas conservatif, c'était pas le lieu d'en parler, mais c'est juste qu'à une époque, on a voulu planter des sauvignons du Pinot Noir, qui sont les cépages vraiment de la région, et pour éviter que, globalement, là je suis dans l'appellation Reuilly, je me mets à côté, je suis plus dans l'appellation Reuilly, et je produis du Sauvignon. Derrière, je vais dire, ok, c'est pas du Reuilly, mais regardez, c'est juste de l'autre côté de la route. Donc parasitisme d'un point de vue. Malheureusement, tu ne peux pas interdire de planter uniquement avec une liste de cépages. Ce qui était proposé à l'époque, de dire on interdit de planter du Sauvignon et du Pinot Noir en dehors des appellations de la région. Et après, on ouvre à tous les autres cépages parce que quelqu'un veut planter n'importe quoi, de la Syrah, faire des tests de Pinot Blanc, de choses comme ça. Sauf que c'était pas possible. Donc la seule solution qui a été trouvée, c'était de dire, on limite à 1 hectare les vins de France, alors que maintenant, voilà. Bon, c'est pas la meilleure solution, c'était la seule solution qui a été faite.
Mais à l'époque, on ne parlait pas encore justement du développement du genouiller ou des choses comme ça. Mais ça va évoluer. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes pour le fameux hectare là, qui... J'en sais strictement rien. Enfin, j'ai une petite idée, mais ça fait partie de mon job, donc ça, je peux pas vous le dire. On arrive à avoir à peu près 8 arts par an. Donc, on divise un hectare par 8 arts, ça donne le nombre de demandes. Quoi. Voilà. Il y a à peu près 15 demandes, je pense. Comme ça. Bon, bah, très bien. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de cette dégustation. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir que les 3 vignerons, même si Thierry et sa famille sont partis. Non, on a testé que ça hier.